On est live, je crois. Oui. Oui. Bon, bonsoir toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Premier conseil en janvier. Maintenant, le temps passe vite, 2021. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux journalistes et à tous celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, s'il vous plaît, de fermer vos micros lorsqu'on ne parle pas pour éviter là, les bruits de fond. Alors, on va débuter. On est à l'heure presque pile maintenant. Donc, on va passer par l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Pierre et Jean. Pierre Genesec, Jean Lévesque. David, est-ce que nous avions des questions du public? Laissez-moi vérifier. Pas reçu de questions, non. Parfait. Donc, pas de questions. Ça nous amène à l'adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre. Si c'est conforme, est-ce que j'ai quelqu'un pour confirmer, pour proposer? On a Sylvie Michel B. Lafrance et Sylvie Dion B. Sylvie B. Parfait, merci. Donc, oui, il y a eu un nouveau décret de population fort intéressant. Vous avez pu voir aussi des articles dans les journaux qui parlent. Bromissiquois fait beaucoup parler de lui, ou d'elle, dépendamment. On peut dire Bromissiquois, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Est-ce que, Robert, tu peux nous parler un peu? On va partager. Est-ce qu'on peut partager le tableau? Non, on n'a pas encore de tableau, mais je vais vous donner des informations de façon verbale. Parfait. Et on va faire un petit rapport écrit de la situation, parce que vous l'avez vu dans les journaux, l'Institut de la statistique du Québec vient de publier son plus récent bilan de la migration des gens entre les MRC du Québec. Le dernier bilan, c'est pour l'année 2019-2020, donc qui se termine le 31 mars 2020. Ça fait que ce n'est pas la grosse période de l'année 2020 pour les déménagements, mais quand même, pour l'année 2020, ça a fait en sorte que le bilan net est de 1771 personnes de plus dans Bromissiquois. Moi, j'ai fait un petit décompte depuis le début de la stratégie d'attraction de population, donc depuis 2018. Si on va chercher les 2 années de l'étude de l'Institut de la statistique du Québec, 2018-2019 plus 2019-2020, ça nous donne un bilan net de 2866 personnes. Puis si on prend les classes d'âge des travailleurs, là, je comprends que ce n'est pas parfait, mais il y a 15 ans à 64 ans. 15 ans, 64 ans, on peut présumer que la plupart, c'est des travailleurs. Il y a 2022 personnes dans cette classe d'âge-là, sur les 2866. Donc, il y a 71 qui sont potentiellement des travailleurs. Donc, c'est excellent. Ça veut dire que c'est 1000 par année. On avait 10 000, notre objectif, on avait 10 000 travailleurs en 10 ans. Pour les 2 premières années, on est à peu près dans notre target de 1000 par année. Mais les 2022, ils proviennent d'où? Le tableau, l'étude nous permet de savoir de quelle région administrative proviennent ces gens-là. De la région de Montréal, il y en a 682 dans les 15 à 64 ans. Puis de la Montérégie, à part Bromissiquois, de la Montérégie, il y en a 1391. Puis on peut faire l'hypothèse que c'est surtout les gens de la rive sud de Montréal. Donc, 1391 de la rive sud, 682 de Montréal, c'est qu'on attire 2 fois plus de gens de la rive sud de Montréal que de l'île de Montréal comme telle. Des gens de la classe d'âge 15 à 64 ans. Ce qui fait qu'il y a 2073 personnes sur les 2022 qui proviennent de ces 2 régions-là. Ça veut dire que pour les autres régions, là, on en perd un peu, mais de façon très minime. Mais c'est des excellentes nouvelles parce que c'est une étude qui va nous permettre à chaque année de suivre. Puis avec l'année 2020 qu'on a connue, avec la pandémie, avec le nombre de permis de construction que vous avez émis dans vos municipalités, avec le nombre de mutations qu'il y a eu de nouveaux propriétaires, c'est certain que l'année 2020 va être excellente, puis 2021 s'annonce aussi excellente. Ça fait que c'est des bonnes nouvelles pour le bilan migratoire pour Bromissiquois. Alors, c'est excellent. C'est sûr, ce que j'expliquais, il y a eu j'ai donné une entrevue là,
à un journal, ce que j'expliquais, c'est de dire, ben oui, c'est bien tout ça. Les gens viennent d'Abromissiquois, mais on garde le cap sur notre volonté de développement durable, d'espace vert, malgré tout. Ce n'est pas un développement pour faire du développement dans Bromissiquois. On s'entend qu'on veut que les gens viennent vivre Bromissiquois. Puis, c'est un grand terrain de jeu où on peut travailler. C'est ce que j'exprimais, là. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que Sylvie Dionne t'avait levé la main? Parfait. Oui. Suite à l'annonce qu'il y a eu sur Bromissiquois dans Facebook, le titre disait, parlait de l'Estrie. Dans l'article, on ne fait mention d'aucunement de la montée de Bromissiquois. On parle qu'ils sont en arrière de la Montérégie. Je pense qu'il faudrait faire attention à ce qu'on met en titre, parce que là, on donnait moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit on est rendu en Estrie maintenant, puis il n'y a pas personne qui nous a avisé de ça. Je pensais que les cantons de l'Est, ça passerait, là, mais en Estrie, alors qu'on est encore en Montérégie. Ça, je trouve ça un peu particulier. Tu parles de quel article? Il y en a eu plusieurs. Sylvie, tu parles duquel? L'article qui a apparu à la tribune, là, qui a été mis en titre sur la page Facebook de Bromissiquois. OK. Qu'on nous fait. C'est correct là, que l'Estrie, ça aille bien, puis qu'ils ont eu du monde. Là, ça, j'ai rien contre ça. C'est seulement que nous autres, on est en Montérégie, on n'est pas encore en Estrie. Puis ça, là, on parle de confondre les gens, bien, on va y confondre encore plus. C'est mon commentaire. Parfait. Ben, on peut dire ça. Nos journalistes sont là. Je pense qu'ils vont en prendre bonne note là, au niveau du titre. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Questionnements? Bon, ben ça va pour ça. Donc, on peut passer à l'autre point. Ça va nous amener au point 5. Donc, actualité du CLD 5.1. Le point sur la situation de l'équipe du CLD. Je pense que c'est Denis qui va nous faire la présentation. Oui, j'ai une courte présentation, mais je pense que David voulait intervenir. Juste avant. Ouais, juste avant, on a un sujet qui est nouveau décret de population 2021. À cause des hausses de population qui sont calculées un peu différemment au 1er juillet, ça fait en sorte que les municipalités de la MRC, Cowansville et Bromont, obtiennent chacune une voix de plus au conseil. Vous avez le tableau sur le box. Ouais. Je voulais vous le souligner. Parfait. Donc, vous avez tout le nombre par ville là, sur le box. Vous pouvez voir aussi. Parfait. Merci pour l'information, David. Donc, ça nous amène à l'actualité du CLD, le point sur la situation de l'équipe. Robert, est-ce que tu voulais intervenir? Si tu voulais prendre la parole, où ça va? Non, ça va. C'était pour les lettres patentes, là, pour mentionner qu'il y avait des voix supplémentaires pour Cowansville et Bromont. Ça va, Denis. D'accord. Bon, bonsoir à tous. Je vais vous partager mon écran. J'ai une courte présentation, question d'illustrer mon propos là, avec... voilà. Est-ce que vous voyez la présentation dans sa forme? Bougez pas, je vais le mettre en ça va. À partir du début. Ça va comme ça? Oui? Oui. Très bien. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis très content de vous retrouver tous et toutes en excellente santé. Malgré le contexte que l'on connaît, on doit réaliser que notre région a su s'adapter de façon particulièrement créative à notre crise sanitaire. Et ce que je souhaite pour l'avenir, c'est que certaines de nos nouvelles habitudes, notamment notre consommation locale, se soient enracinées profondément et perdurent dans le temps. Donc, je vais commencer ma présentation. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de partager avec vous comment se porte l'équipe du CLD. Donc, globalement, le bilan de santé tant physique que psychologique. Psychologique, c'est mon évaluation, c'est gratuit, mais je discute avec eux sur une base régulière et je pense que le moral de l'équipe se porte très bien. Un des membres de l'équipe a été infecté pendant le congé des fêtes par le virus, mais tout est revenu à la normale depuis. Tous les membres de l'équipe sont en poste. L'équipe est mobilisée, engagée dans la poursuite de leurs activités. Je les sens en mission. Je trouve ça très rassurant. Les projets de 2021 sont connus, identifiés de tous et l'équipe est déjà en marche.
J'ai inscrit le mot défi à ma présentation. Je dois reconnaître et partager avec vous que la situation actuelle est passée des derniers mois pour certains des membres de l'équipe représentait certains défis, la conciliation famille, télétravail, le confinement, l'école à la maison et autres enjeux du quotidien représentent pour certains un défi. Depuis le début, l'équipe de gestion s'est assurée que tous et chacun pouvaient adapter la recette à sa réalité et je vous dirais que depuis le début, ça fonctionne assez bien. Tout un apprentissage. Donc, voilà pour le bilan de l'équipe. Je vais vous parler maintenant de l'état de la situation. On a la chance d'être en contact direct avec un grand nombre d'entreprises. Donc, je voulais partager avec vous nos observations pour le secteur industriel, le bioalimentaire et tourisme et culture. Je commencerai avec le secteur industriel. Globalement, le moral des entrepreneurs est bon. Ils ont encore confiance en l'avenir. Un grand nombre de nos entreprises ont repris le niveau d'activité d'avant la pandémie. Nos entreprises du secteur manufacturier de l'aérospatiale ont connu des baisses de revenus extraordinaires. Elles se préparent à un retour à la normale plus lent. C'est peut-être le secteur qui est le plus affecté dans Brome-Missisquoi. En contrepartie, les membres de l'équipe du CLD ont été témoins de taux de croissance importants de chiffre d'affaires, notamment des entreprises dans le secteur de la santé. Certains projets d'expansion sont toujours en cours malgré la situation sanitaire et alors que d'autres n'ont été que reportés dans le temps. Globalement, nos entrepreneurs ont été plutôt résilients et ont apporté des changements à leur modèle d'affaires pour tirer profit du nouveau contexte économique. Nos rencontres avec les intervenants économiques des différents ministères desservant nos entreprises se poursuivent à raison d'une rencontre aux 3 ou 4 semaines. Les échanges en continu avec eux nous permettent de nous assurer que nous sommes constamment informés de l'évolution de la situation dans les entreprises de Brome-Missisquoi. On n'entrevoit pas à court terme de fermeture ou de mise à pied importante, donc ce sont de bonnes nouvelles. La disponibilité de la main-d'œuvre non spécialisée est un enjeu et un réel frein à l'augmentation des affaires pour plusieurs de nos entreprises. Il y a des entreprises qu'on accompagne présentement dans des exercices de recrutement virtuel à l'international. Plusieurs entreprises souhaitent participer à nos démarches de recrutement afin de pouvoir surmonter cet enjeu-là. Au niveau du secteur bioalimentaire, l'année 2020 a été une année exceptionnelle. Collectivement, on cuisine plus, on mange plus, on boit plus. Et je vous dirais qu'un grand nombre de nos producteurs, de transformateurs ont su en profiter. Je ne sais pas si vous avez vu l'édition de la Presse Plus de samedi dernier, mais il y avait un court interview avec 3 vignerons de la région, Stéphane de Château-de-Cartes, Anne-Marie Lemire et Charles-Henri de l'Orpailleur. Et les 3, effectivement, ont reconnu que c'était une année exceptionnelle et qu'ils n'arrivaient pas à étancher la soif des Québécois. Donc, ils vont être obligés de produire davantage. Le milieu souhaite cultiver, je fais des jeux de mots à la Robert, cette effervescence à l'égard des produits locaux. Nos maraîchers et autres producteurs s'investissent présentement de façon importante dans la recherche de solutions afin d'augmenter leur capacité de production et de distribution. L'ambition annoncée par le gouvernement du Québec avant le congé des fêtes de développer la culture en serre au Québec résonne de façon très positive dans notre milieu. Plus d'une trentaine de producteurs sont présentement en réflexion quant à ce type d'opportunité. Un des grands défis demeure l'accès à la terre. Différentes solutions seront analysées dans les prochains mois avec la collaboration des professionnels de la MRC, afin de surmonter cet enjeu et permettre à cette industrie de poursuivre une croissance raisonnée. On doit aussi reconnaître que le secteur d'activité enrichit de manière importante l'attractivité de notre magnifique région. Quelques informations sur le secteur touristique, je m'excuse. On a sondé les entreprises, on a fait ça en collaboration aussi avec Tourisme Canton de l'Est pour sonder le plus largement possible et les organismes touristiques locaux. Donc, voici les résultats. Le bilan de l'automne et de la période des fêtes est particulièrement positif. Nos infrastructures sportives et récréatives sont littéralement prises d'assaut aussi bien par les résidents que les visiteurs. Encore le week-end dernier, il y avait abondance de clients dans la région. C'est assez phénoménal. Nos stations de ski se sentent privilégiées de pouvoir opérer dans le contexte que l'on connaît malgré toutes les difficultés logistiques que cela peut représenter. Certains secteurs de la restauration ont su adapter leur modèle d'affaires avec beaucoup de doigté. Certains connaissent même, en période de pandémie, une augmentation importante de leur profitabilité. Du côté de l'hébergement, les résultats sont variables. Les hébergements traditionnels peinent à rentabiliser leurs opérations.
notamment à cause d'un très faible taux d'occupation et des mesures sanitaires particulièrement contraignantes pour les opérateurs. Par contre, les hébergements que l'on qualifie d'insolites ne suffisent pas à la demande. Beaucoup de visiteurs sont à la recherche d'un petit coin de paradis et je crois que Brome-Missisquoi a beaucoup à offrir dans ce sens. Le volet culturel et événementiel est une source importante de préoccupation pour nous. La mise sur pause de ce secteur d'activité depuis 10 mois aura sûrement des effets importants. On maintient le canal de communication ouvert avec eux afin de les accompagner et d'accompagner les promoteurs et les opérateurs. Et on a tous très hâte à un retour à une certaine normalité. Pour votre information, les recommandations du ministère du Tourisme à cette industrie est de planifier une reprise des activités pour la saison été 2021. Donc, on fait comme si on pourra reprendre certaines activités au niveau des grands événements pour l'année 2021. Le respect des consignes gouvernementales par la clientèle est un enjeu particulièrement préoccupant par les opérateurs de l'industrie touristique. Jouer à la police, ce n'est pas leur métier et c'est un peu complexe présentement, on le voit notamment dans les stations de ski. Et je conclurai ma présentation au niveau de l'état de la situation en partageant l'information à propos de l'aide d'urgence aux entreprises. Vous savez, le gouvernement du Québec a mis en place un programme d'aide d'urgence pour les PME qu'on appelle le FLIS d'urgence. Il a mandaté les MRC d'en faire la gestion. Donc, depuis le début de la crise, on a reçu 285 demandes 285 entreprises nous ont demandé de l'information en lien avec ce programme d'aide d'urgence. 110 d'entre elles ont décidé de déposer une demande d'aide financière. C'est un peu complexe parfois de comprendre la mécanique, l'attribution, les transferts en subventions. Donc, on est là pour les aider et certains d'entre eux réalisent que les programmes ne sont pas tout le temps bien qualifiés pour leurs besoins. Donc, sur les 285, 110 dossiers ont été déposés, 79 dossiers ont été approuvés et déboursés jusqu'à maintenant. Une dizaine de dossiers sont en processus d'évaluation ou en attente de documents nous permettant de compléter le processus. Ils sont traduits le tout en dollars. Je vais vous démontrer, jusqu'à maintenant, on a reçu du gouvernement 2,78 millions de dollars. 2,35 millions de dollars ont été versés aux entreprises jusqu'à maintenant. Les dossiers qui sont en cours d'évaluation, une somme de plus ou moins 300 000 dollars réservés, ce qui laisse à notre disposition une somme résiduelle de 130 000 dollars pour l'instant. Je crois que le comité administratif a adopté la semaine dernière ou cette semaine, Robert, tu peux m'éclairer là-dessus? La semaine dernière, une demande pour un fonds supplémentaire de 500 000. Voilà. Donc, avec cette enveloppe-là supplémentaire, ça amènerait des sommes disponibles sur notre territoire au tout près de 3,3 millions de dollars depuis le début de la crise. Les délais de traitement, si vous avez des questions à ce niveau-là, sont infiniment courts et surprennent agréablement les demandeurs. On reçoit même les félicitations des demandeurs, parce qu'on entend parfois dans l'actualité que les délais peuvent être longs, mais chez nous, je tiens à vous rassurer, souvent les dossiers sont traités dans les 2 à 3 jours suivants le dépôt d'une demande. Et si vous n'avez pas d'autres questions, bien, ceci compléterait la présentation pour aujourd'hui. Merci. Je ne vois pas tout le monde. Je vais arrêter le partage. Oui, parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Moi, j'en avais une. Oui, bien là, Guy, bravo. Pierre? Oui, je voudrais juste demander à Denis, l'année dernière, avec tous les jeunes qui ont venu, on a-tu un pourcentage, comment est-ce qu'ils ont émergé sur les fermes, des petites fermes dans Brome-Missisquoi? Comment est-ce qu'il y a de jeunes qui ont émergé, autrement dit, dans Brome-Missisquoi pour 2020? On parle des gens qui ont déménagé chez nous ou des jeunes qui sont venus visiter la région? Non, qui se sont établis déjà à faire de la petite culture maraîchère ou peu importe. Je n'ai pas ces chiffres-là, Pierre, en tête sur les nouvelles entreprises créées sur notre territoire. On aura ça ultérieurement. Par contre, ce qu'on a noté sur nos sites Internet, on est capable d'avoir des groupes d'âge, des gens qui visitent nos différents portails. Et on a constaté une augmentation particulièrement importante chez les 18-35 ans. Donc, une grande augmentation. Traditionnellement, c'était plutôt les 40 ans et plus qui visitaient nos infrastructures. OK.
Mais moi, à ce soir, je ne vais pas élaborer trop là-dessus, mais je vais te communiquer dans les semaines qui vont venir parce que je voudrais avoir plus d'informations au sujet de notre municipalité. Merci beaucoup, Denis. Merci. Il y a d'autres questions? Merci, Denis, pour la présentation. Donc, ça montre nécessairement le dynamisme de Bromissiquois. On n'arrête pas d'être fiers. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas qu'on est chauvin, c'est que tout se passe bien. Hein? C'est comme ça. Avant les prochains points, je me suis rendu compte que je n'ai pas souhaité bonne année aux gens, puis c'est notre première, quand même, premier conseil de la nouvelle année. Donc, je fais un interlude pour vous souhaiter une superbe année à la hauteur des aspirations de toutes et tous et à la population aussi. Puis moi, je souhaite tout le temps aux gens, je vous souhaite ce que vous avez de besoin. Comme ça, je ne me trompe pas. On est sûr de ça. Rectification, ici, j'ai quand même eu un mémo. La Tribune avait parlé de l'Estrie, effectivement, mais le journal local parlait que Brome-Missisquoi attirait les ménages. Je tiens juste à le rectifier, vraiment. Donc, la Voix de l'Est, c'était vraiment Brome-Missisquoi attire des nouveaux ménages. Donc, rectification étant faite, là, c'était la Tribune qui avait parlé de l'Estrie, effectivement, là, Sylvie. Oui. Bien, moi, la remarque que je faisais, c'était plutôt au niveau de l'administration de la page Facebook. Okay. Pourquoi aller mettre ce titre-là sur notre page, sur Brome-Missisquoi, quand ça ne nous concerne pas? Bon, d'après moi, c'est parce qu'il passe par Brome-Missisquoi avant d'aller à Sherbrooke. Bref, tout est dit. On va passer. Donc, bonne année à tout le monde. On va passer au point 6, point d'actualité. Donc, état de la situation de la COVID, évolution du nombre de cas par municipalité. Tu as un tableau, Robert, de près à ce niveau-là? Juste avant. Faudrait faire. Excuse-moi, David. Avant, il faudrait faire 6.3. Que je n'ai pas dans le. Autorisation de la signature de l'avenant 2020-7 au contrat de prêt dans le cadre du programme d'aide d'urgence au PME. Tu n'as pas le nouvel ordre du jour, c'est pour ça. Ben, je l'ai sorti juste avant la rencontre. Ben, bref, OK. Ben, vas-y, Robert, avec. Donc, au CA, la semaine dernière, quand le comité a vu que les fonds s'envolaient si rapidement que ça, le CA a demandé au ministère de l'Économie une nouvelle enveloppe de 500 000. Moi, là, je suis étonné parce qu'avec le ministère de l'Économie, là, on a une excellente relation, puis en dedans de quelques jours, on a les contrats. Puis quand on signe les contrats, en dedans de quelques jours, on a l'argent qui est versé dans notre compte. Ça fait que ça va très, 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 très bien. Donc, le CA, la semaine passée, a demandé 500 000 de plus. Hier, on a reçu le contrat. Et donc, il est présenté ce soir, là, si vous êtes d'accord, à autoriser le préfet à signer une nouvelle entente pour un nouveau versement de 500 000 pour les prêts d'urgence. Propose, Louis. Louis propose et donc, seconde. Parfait, excellent. Bien, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que si on a tant de besoins, ça veut dire que nos entreprises roulent encore. Et puis, bon, de toute façon, Denis nous en avait fait la démonstration au préalable. Donc, c'est des belles nouvelles. Là, étant donné que je ne semble pas avoir le bon ordre du jour, on est passé à 6.3. 6.4 maintenant, c'est l'autorisation de signature de la convention du réseau Accès Entreprises Québec. Vous vous souvenez, le mois dernier, on vous en a parlé, le gouvernement du Québec, le ministère de l'Économie veut financer 2 nouveaux conseillers en développement économique pour accompagner les entreprises dans chacune des MRC ou chacun des CLD. Mais c'est la MRC qui doit signer dans ce cas-ci. Et le ministère, donc, nous a envoyé la convention pour ce programme-là. Ce que je vous signale, c'est que c'est un projet pré-final. Le final n'est pas encore prêt, mais j'ai parlé aujourd'hui avec le responsable du ministère de l'Économie. Le problème, c'est que le CLD est sur le point d'embaucher les deux conseillers, mais on ne peut pas les embaucher tant qu'on n'a pas signé la convention. Fait qu'étant donné que c'est l'AMRC qui a la responsabilité d'accepter la convention, on a reçu donc le projet pré-final, le projet préliminaire de convention, où le gouvernement s'engage à nous verser 900 000 $ pour les 4 prochaines années et demie, là, parce que normalement, le programme aurait dû commencer l'automne dernier.
Donc, pour les années 2021, 22, 23, 24 et jusqu'au 31 mars 2025. Donc, c'est 4 ans et quelques mois. Donc, c'est à raison de 200 000 par année pour embaucher 2 ressources. Évidemment, il y a de la reddition de compte, il y a toutes les dépenses admissibles, c'est les salaires, les contributions de l'employeur, les frais administratifs, les frais de formation, les frais de comptabilité, parce que ça prend une comptabilité séparée. Donc, c'est moi ce que je vous suggère, même si on n'a pas la convention finale, c'est d'autoriser la signature de la convention, à moins qu'il y ait des changements dans la version finale, des changements qui sont contraignants. À ce moment-là, on vous reviendra le mois prochain avec une autorisation. Il y a des questions là-dessus, donc on va s'assurer que ça soit conforme là, à la fin. Notre équipe va travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, oui, Sylvie. Advenant, Robert, qu'il y aurait des modifications, ce qui me surprendrait, mais est-ce qu'on peut mandater le comité administratif d'aller de l'avant? Est-ce qu'on peut faire ça, signer cette entente-là? Est-ce qu'on peut faire une résolution dans ce sens-là ce soir pour ne pas attendre un autre mois, mais d'ici 2 semaines, s'il y a des modifications qu'on puisse agir? David veut intervenir? Comme c'est une entente qui peut... C'est de l'argent qui est reçu par la MRC, mais Absolument. C'est en même temps... Oui. En même temps, s'il y a un remboursement à faire qui dépasserait la compétence du CS, ce serait peut-être mieux que le Conseil autorise la signature de l'entente. Ça va. Donc, je suis prête à la proposer. Parfait. Quelqu'un pour seconder? Louis? Parfait. Martin? Martin, ils ont levé les deux en même temps, mais chacun son tour. Oui, Martin. Martin, c'est bon. Excellent. Donc, dans les 6, Robert, moi, je t'en ai un peu, étant donné, comme je te dis, j'étais sûr d'avoir la version avec les ajouts. Tu peux aller, Patrick, chercher la version finale sur le box. C'est là que je l'ai pris, écoute, 10 minutes avant, mais je vais retourner. Parfait. Okay. On passe au prochain point. Là, t'as pas... Oui, c'est le point 7. Là, c'est l'état de la situation sur la COVID. OK. Fait que je te laisse aller avec les chiffres, Robert. Pendant ce temps-là, moi, je vais trouver le... Tu veux que je partage le tableau, Robert? OK, oui, tu peux partager le tableau. Ça fait que j'ai fait un tableau aujourd'hui, bon, avec les chiffres d'hier. Ça fait que vous avez vu que dans les derniers jours, la situation est encourageante, ça s'améliore. Ce que j'ai fait un écart pour les 4 dernières semaines, si tu veux. Est-ce que tu l'as mis? Oui, OK. Donc, on a, depuis les 4 dernières semaines, on a 266 cas. Et vous voyez, là, Cowansville est rendu à 185 cas, 73 de plus dans les 4 dernières semaines. Farnham est rendu à 164 cas, 47 de plus. Bromont, 133, 45 de plus, etc. Je ne les passerai pas tous. Ce qui est encourageant, c'est que depuis 4 jours environ, en Estrie et dans Brome-Missisquoi, les chiffres sont excellents. J'aimerais beaucoup... Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Puis en même temps, j'aimerais remercier Francis pour m'avoir envoyé le bon ordre du jour pour m'éviter de chercher. En fait, j'ai un commentaire. Oui. Oui, on a les cas qu'on a eus depuis telle date, mais je pense que c'est important aussi de mentionner que les cas actifs, tu sais, ça paraît beaucoup là, pour Cowansville, 73 cas, mais là, c'est ça, je cherche l'information. Je pense qu'on était à peu près une vingtaine ou 25 cas actifs. Là. Donc, je pense qu'il faut donner leur juste là-dessus aussi. Là. Ouais, mais les gens sont rétablis. Si on a bien compris, c'est à 73 nouveaux cas, c'est tout ça? C'est ça, 73 nouveaux cas depuis 4 semaines. Mais effectivement, comme dit Sylvie, il y a 22 cas actifs à Cowansville. Puis pour votre information, c'est l'hôpital qui est beaucoup en cause. D'ailleurs, il y a une veille d'éclosion à l'hôpital actuellement. On surveille la situation pour les prochains jours, là, mais il y a des membres du personnel qui ont été déclarés positifs. Puis, j'abonde totalement, Sylvie, tu sais, dans ton sens. Farnham aussi, on en a beaucoup, là. Et puis,
pour sécuriser la population, je parle souvent des nombres de cas qui sont actifs présentement, parce que c'est le cas, là, les cas qui sont actifs, qui ne sont pas actifs. Le premier du 100 quelques, ça fait longtemps que ça va bien, là. Mais bon, mais c'est quand même signe qu'il y a eu une hausse à tout niveau. Mais bon, bref. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport à la COVID présentement? Donc, on invite... oui, Michel. J'aimerais juste ajouter, là, c'est bien beau les cas, mais il faut garder la capacité hospitalière. Présentement, il y a 79 lits qui sont dédiés pour la COVID. On est à 74, c'est le docteur Poirier qui nous a donné ces chiffres-là. Le CIUS s'apprête à augmenter sa capacité en lits de 50 %. On n'est pas encore sorti du bois. Dans les soins intensifs, il y a 25 lits, on en a 10 occupés. Et n'oubliez pas qu'il y a un comité, en fin de compte, qui redistribue, surtout Montréal, qui dépasse sa capacité hospitalière. Donc, on hérite de gens, puis c'est OK, là. On a 2 là, qui proviennent de l'extérieur. Donc, ce n'est pas le temps de relaxer parce qu'on est rendu presque à la limite de la capacité hospitalière en Estrie. Donc, continuons les efforts là, parce qu'on ne veut pas se ramasser à dépasser notre capacité. C'est tout. Bien, tout à fait. Puis je pense qu'il faut vraiment prendre en considération qu'effectivement que ce n'est pas fini, qu'on approche notre pleine capacité. Donc, c'est toujours de rappeler les règles de distanciation, les règles d'hygiène, toutes les règles sanitaires, dans le fond, qui ont été mises de l'avant. Puis on va espérer, ça semble vouloir s'améliorer, c'est ce qu'on sent un peu partout là, au niveau des cas. Donc, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est en train d'aplatir la deuxième courbe? Je pense qu'on s'en va vers ça. Mais si on veut se rendre, hein, c'est beau qu'on voit la finalité du chemin, mais ça veut pas, on ne peut pas s'arrêter là parce qu'on n'est pas rendu. S'il n'y a pas d'autres questions, ça nous amène au point 8. Tout le monde, ça va? Donc, le point 8, rapport du comité consultatif d'aménagement du 13 janvier. Donc, en 8.1, la stratégie régionale là, sur la conservation. Nathalie? Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Parfait, merci. Super. Alors, oui, premier point, je vous rappelle là, que l'entente sectorielle forêt a octroyé une subvention là, de 57 000 $ pour réaliser ce projet. Et que le mois dernier, vous aviez accepté que le personnel aille en discussion gré à gré. Et donc, ce soir, le comité vous recommande, pour réaliser ce projet, d'octroyer le mandat à l'organisme Corridor Appalachien au montant de 55 000 $ pour l'ensemble des activités visées, le tout cadre dans le montage budgétaire du projet. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, quelqu'un pour proposer l'adoption. On a Michel qui propose et Daniel. Parfait. Excellent. Donc, en 8.2, adoption du règlement 05-0820. Oui, ce règlement vise à créer une nouvelle affectation service routier de transit sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand. Tel que prévu, en fait, a eu lieu en décembre une séance d'information. Par la suite, a suivi la consultation écrite prévue là, lorsqu'on se retrouve en zone rouge, ce qui a laissé le temps à la population là, de Saint-Armand de nous acheminer un mémoire ainsi qu'une pétition relativement au projet. Le tout a été discuté avec la municipalité de Saint-Armand. Alors, je vous résume là, ce qui ressortait davantage des commentaires des citoyens. C'était particulièrement le bien fondé d'avoir un tel projet sur le territoire, là, notamment en matière de stations-service et de restauration rapide et l'impact que ce projet-là pourrait avoir sur les commerces à proximité. Et également, il y avait des préoccupations en matière
de paysage et d'intégration architecturale pour le secteur. Au niveau de ce dernier élément, déjà le mois dernier, le Conseil, vous aviez adopté là, une résolution afin d'inviter la municipalité de Saint-Armand de se doter d'un PIA afin d'encadrer le projet là, au moment opportun et de donner également le support technique là, à la municipalité en ce sens. Alors, à la lumière des commentaires qui ont été acheminés et des discussions avec la municipalité, cette dernière en conseil cette semaine, plutôt la semaine dernière, pardon, a souhaité poursuivre et aller de l'avant. Alors, suite à l'analyse du comité d'aménagement de l'ensemble de ces éléments-là, le comité vous recommande ce soir d'adopter le règlement 0508-20 et voilà. Je propose. Il y a David qui veut intervenir. Juste avant, il y a eu des petites modifications entre le dernier projet et le projet. C'est des corrections de forme surtout. Puis il y a eu des considérants qui ont été ajustés suivant les consultations publiques et le processus. Puis aux membres du public, le projet est disponible sur Internet. Parfait. Au niveau je veux juste préciser qu'au niveau du contenu normatif ou le contenu réglementaire, il n'y a pas eu d'ajustement. Il n'y a rien qui change. OK. Donc, on avait Sylvie Dionne qui proposait et oui. quelqu'un qui secondait? Laurent. Laurent, parfait. 8.3 maintenant, promotion touristique et prolongement de l'autoroute 35. Oui, ce point est également en lien avec des discussions qui ont eu lieu le mois dernier concernant l'opportunité d'avoir une vitrine touristique à cet endroit. Et donc, plusieurs municipalités dans le secteur ont adopté via leur propre conseil des résolutions là, en ce sens. Et en fait, là, ce soir, c'était vraiment de réitérer, d'évaluer l'option de pouvoir se doter d'une vitrine touristique, là, tout dépendant de la forme que ça pourrait prendre. Et donc, ce qui est recommandé plus précisément, c'est d'amorcer les discussions avec la municipalité de Saint-Armand et les autres municipalités là, qui se sont senties interpellées et de bénéficier de discussions là, avec la MRC et le CLD, ainsi que d'autres intervenants clés là, dans le domaine du tourisme pour vraiment voir quelle formule serait la plus opportune et également là, de voir et évaluer les possibilités de subventions à titre d'exemple. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Jean, tu proposes? Ça va aller mieux avec ton micro. C'est vrai, ça va mieux. Non, écoutez, ce qu'on avait parlé aussi, évidemment, c'est une porte d'entrée au pays. Hein. Donc, je pense qu'au niveau du support, au niveau du gouvernement, on en avait parlé. Puis, je pense que c'est important. Puis, en même temps, ben, si on pouvait ajouter ça, que c'est une nouvelle porte d'entrée, je pense que c'est important dans les considérants. Puis, je vais en faire la proposition. Parfait. Pierre, tu avais une question? Commentaire? Secondé. OK, seconde. Bon, c'est Je vais seconder. Parfait. Je voulais juste, excusez-moi, préciser que dans les considérants, c'est bien indiqué qu'il s'agit de la porte d'entrée du Québec. C'est juste que je n'ai pas lu tout au long, mais c'est indiqué. Ah, merci, Nathalie. Super. Donc, ça nous amène au 8.4. Donc, appui au CLD dans le cadre d'un dépôt de projet à l'entente bioalimentaire. Exactement. Donc, c'est une phase complémentaire à un projet qui a été à l'heure actuelle soumis au fonds FIR1. En fait, l'objectif du projet à soumettre au niveau de l'entente bioalimentaire, c'est de trouver des modèles novateurs alternatifs pour l'établissement de projets agricoles, donc pour faciliter puis adresser l'enjeu de l'accès à la terre sur le territoire. Donc, de vraiment évaluer des éléments qui n'existent pas, voir donc comment on peut vraiment innover sur le territoire et par la suite, le fruit de ces recherches et réflexions et solutions puisse être présenté aux instances gouvernementales, voire même à faire de Brome-Missisquoi le territoire de projet pilote en vue, tout simplement là, d'adresser le volet d'accès à la terre pour le territoire, puis des projets qui sont un peu plus différents. Là, tout à l'heure, on avait la question de
de Pierre Génessec par rapport au nombre d'établissements d'entreprises de plus petite taille. On le sait, Brome-Missisquoi est un terreau fertile pour ce type d'entreprise. Alors, c'est de voir comment, en innovant, on peut être facilitateur puis être encore beaucoup plus accueillant à cet effet-là. Alors, la MRC collaborait de façon très étroite avec le CLD, mais c'est le CLD qui déposerait. Alors, ce soir, c'est un projet qui serait évalué à 52 000 et via l'entente bioalimentaire, il serait possible d'aller chercher jusqu'à 40 000 Donc, ce soir, ce qui vous est recommandé, c'est d'appuyer le CLD dans le dépôt de la demande et de confirmer la contribution financière de la MRC à la hauteur de 5 000 en argent et l'équivalent de 5 000 en temps, donc en service professionnel, tant du personnel de la MRC que du CLD. Propose, Louis. Louis propose et... Seconde, Caroline. Caroline, seconde. OK. J'entendais ta voix, je ne te voyais pas, Caroline. OK, t'es là. Moi, j'ai une question là-dessus, Patrick. Oui, vas-y. Moi, j'aimerais ça, ce beau projet-là, Nathalie, on pourrait-tu travailler avec les municipalités concernées? J'aimerais ça travailler avec le CAD, mettons, notre municipalité, mettons, qui est concernée, ou une autre municipalité, un autre maire pourrait travailler avec le CAD pour faire venir les jeunes puis trouver des modèles pour ces jeunes-là? Absolument. C'est intéressant. Bien, pour l'instant, la structure n'est pas encore établie, mais rien n'empêcherait. Je tiens quand même à préciser que la réflexion va être faite quand même sur l'ensemble du territoire de la MRC pour être en mesure d'adresser cet enjeu-là aux différentes facettes et aux différentes réalités du territoire. Mais assurément que vous serez partie prenante là. Donc, on pourra vous donner plus de détails une fois les fonds octroyés, puis lorsqu'on aura structuré davantage toutes les collaborations possibles. Donc, oui, merci. Donc, on a bien parce que non, mais j'ai eu une demande la semaine passée par Internet, moi, là que d'Anam, qu'est-ce qu'on faisait pour les jeunes? Comment on peut les établir? Est-ce qu'il y a des petites fermes en émergence? C'est pour ça que je reviens là-dessus. Pas juste d'Anam, le Fredericksburg, puis toutes les municipalités dans l'Est. Ça va être intéressant pour toutes ces municipalités-là pour accueillir ces jeunes-là parce qu'on a une forte demande. On sait qu'on a l'exode de tous les jeunes qui veulent s'en venir en campagne, mais c'est là qu'il va falloir travailler avec toutes ces municipalités-là dans l'Est que ramener ces jeunes-là chez nous, ça va faire de la population à un moment donné. Tu sais, le tourisme, tout ça, c'est bien beau. Il faut tout avoir dans nos petites municipalités. Mais si on est capable d'avoir ces jeunes-là, en plus de ça, qui font une autre agriculture, gaz, c'est merveilleux. Moi, je suis prêt à embarquer 100 000 $ dans ça pour aider ces jeunes-là, là, pour qu'ils s'en viennent. Là. Pour l'Est. Là, tu sais, là. Ben, très bon point, Pierre. Excellent. Donc, super. Ce n'est pas l'enthousiasme qui manque pour ça. Je trouve ça super bien. Donc, ça nous amène à 8.5 au certificat de conformité. Oui, un seul. En fait, c'est le règlement 1841-23-2020 de la ville de Cowansville qui vise à modifier le règlement du zonage afin d'autoriser le multifamilial de 32 logements maximum dans la zone RC 22 et les bâtiments de 3 étages au maximum dans la zone RAA 12 et de modifier les normes relatives au stationnement. C'est conforme. Est-ce qu'il y a des questions pour commencer? Sinon, quelqu'un proposé? Daniel Tétrault et Louis. Caroline, je seconde. Ouais. J'en avais deux. Bon, super. Je pense que c'est la première fois qu'on a un certificat de conformité. Ça, en tout cas, de mémoire, là, depuis que je suis là. Ça nous amène au dépôt du procès-verbal du CA de l'OBV Yamaska. Du 14 décembre, je pense que c'est hyper d'actualité, hein, l'OBV, tout ça, avec ce qu'on veut faire de nos milieux. Là, donc, je présume que c'est toi, Jacques, qui va nous faire le dépôt du rapport? Je vais vous faire ça brièvement. Le procès-verbal est sur le box comme tel. Il y a eu 2 sujets principaux qui ont été discutés. Un, le plan directeur du Lac-Brome comme tel, qui était fait en partenariat entre l'OBV et Renaissance Lac-Brome,
auquel Ville-Lac-Brome a contribué financièrement à très bonne hauteur. Lorsqu'on a passé en revue les différents aspects du rapport avec Anaïs Renaud, qui est la biologiste comme telle, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des facteurs de risque qui avaient été oubliés comme tels. Donc, on a mentionné ces choses-là, en particulier la pollution qui vient par rapport aux sels de déglaçage sur l'autoroute et le long de la 243, entre autres. Donc, c'est quelque chose qui a été pris en considération. Et l'autre gros facteur de risque qui n'avait pas été identifié du tout, c'est la voie ferrée du CP directement. Chez nous, on sait qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 ans passés. Et à ce moment-là, s'il y avait eu un déversement plus tragique qu'on a eu, c'est Bromont et Brigham qui auraient été privés d'eau potable comme telle. Donc, Anaïs va regarder ces facteurs de risque-là. Le rapport final va être déposé à la fin février. J'en ai communiqué les grandes lignes avec les observations qu'on avait faites à Simon pour qu'il puisse continuer à dialoguer avec l'OBV comme tel. L'autre point, c'est la remise en question justement des administrateurs du CA de l'OBV. Le CA de l'OBV se doit d'être une table de concertation comme telle. Et depuis quelques années, les différents acteurs des ministères avaient délaissé leur présence comme telle. Donc, à ce moment-là, ils ont eu une invitation à rejoindre à nouveau le CA de l'OBV afin de pouvoir coordonner beaucoup mieux des actions des 21 autres organisations qui font partie de l'OBV comme telle pour mettre en place toutes les actions qui ont été prises, qui ont été approuvées à la fin de 2019 pour le grand plan directeur de l'eau comme tel. Il était convenu que les représentants au CA de l'OBV se doivent de faire justement la courroie de transmission d'informations, si je peux dire, avec nos organismes comme tels, au même titre qu'on se doit d'amener à l'OBV ce que notre organisme est en train de faire. C'est d'éviter que les gens travaillent en silo véritablement pour qu'on puisse réaliser les 26 quelques actions qui sont entreprises justement dans le grand plan directeur de l'eau. Merci. Parfait. Merci, Jacques. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question, M. Drolet. La prochaine fois, M. Drolet, vous allez avoir une réunion avec l'OBV. Vous avez parlé des tracts de chemin de fer. Moi, j'aimerais ça que vous posiez la question, pourquoi que sous le nom des tracts de chemin de fer, c'est tout brûlé? C'est sûr que c'est un herbicide qu'ils mettent, là, parce que tu ne peux pas brûler de l'herbe comme que ça vient jaune là, comme du Roundup. Là. Mais pourquoi que nous autres, les producteurs, on n'a pas le droit de brûler nos champs sur le bord, puis eux autres, ils ont le droit de le poser? Moi, c'est juste cette question-là. J'aimerais juste savoir quel produit qu'ils mettent pour que ça brûle. Puis nous autres, les producteurs, il faut garder des bonnes riveraines. Nous autres, on protège l'eau. Puis eux autres, ben, ils passent sur le bord des cours d'eau, tout ça. C'est brûlé. Tu vois des belles strips. Tout le long de la traque, tu vois des belles strips brûlées. Regardez, moi, c'est juste une question comme ça, je me pose. Pourquoi qu'eux autres, ils sont capables de faire ça, puis pas nous autres? C'est juste ça. Et on ne veut pas le faire. On veut protéger l'eau. Mais excepté eux autres, il faudrait peut-être qu'ils pensent à protéger l'eau aussi. Là. On pourra, via l'ACFEM aussi, on est quand même en étroite collaboration. Il y a Louis qui sourit, qui ne dit pas un mot, mais qui sourit, qui doit être d'accord avec moi. Mais salut Louis. Alors, peut-être qu'on peut poser la question. L'ACFEM, on est quand même beaucoup en communication avec CP. On t'aura une réponse, Pierre, d'un côté comme de l'autre. Monsieur le préfet, j'ai une question. Avant ça, moi, je m'en rappelle. Oui. Non, il y a Michel qui a une question, puis Louis va intervenir. OK. En fin de compte, Jacques, il y a combien d'ailerons chez vous à Bolton-Ouest? Oh, il y a 3 aéronnières qui n'avaient pas été identifiées dans le rapport comme tel. Donc, à ce moment-là, j'ai donné les indications où ils étaient.
devrait être répertorié dans le rapport final de fin février. Je pose la question juste pour démontrer que Jacques est vraiment intéressé à l'environnement. Mais au niveau de la qualité de l'eau, là, pour ce bassin versant-là, est-ce que ça s'améliore parce qu'on fait des efforts, nous, pour protéger l'eau qui ruisselle vers ce bassin-là? Est-ce que tu as une indication, toi? Il y a oui, ça dépend des secteurs. Si je prends le secteur chez nous, ça s'est amélioré depuis les dernières années passablement. Par contre, dans d'autres branches de l'Yamaska, où il y a beaucoup d'agriculture qui est fait comme telle, les bandes riveraines ne sont pas nécessairement respectées partout, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de phosphore, entre autres, qui va dans la rivière comme telle, qui contribue à sa perturbité comme telle. Là. Donc, à ce moment-là, c'est qu'est-ce que l'OBV travaille beaucoup, au même titre, avec à partir du lac Boivin également pour l'autre branche de la Yamaska comme telle. Et il y a un plan d'éradication complètement de la châtaigne d'eau également dans la rivière Noire, là, justement, qui jette dans la Yamaska, qui est un grand contributeur également. Merci, Jean. Louis, OK, c'est beau, plus d'intervention. Donc, ça va pour ça. Merci pour le rapport. Excuse, il y a Nathalie, je pense qu'il y avait une question. En fait, c'est un complément d'information. Comme on doit là, réaliser un plan régional sur les milieux naturels. Donc, ça fait partie des tâches qu'on est à faire à l'heure actuelle, d'établir le portrait et le diagnostic de chacun des 24 sous-bassins. Le territoire de la MRC est divisé en 24 sous-bassins et c'est quelque chose là, qui va vous être présenté et discuté au cours des prochains mois. Alors, vous allez avoir vraiment une idée plus précise, notamment de la qualité des eaux à travers le territoire, et ce, tant pour le bassin de la Yamaska que de la Missisquoi. Également avec les terres humides. Merci pour le complément d'information. Ça va pour ça? Ça nous amène au point 10, autorisation des paiements des factures d'assurance générale. Il s'agit des factures annuelles pour le renouvellement des assurances avec la MMQ. Pour l'assurance bien, responsabilité civile, erreur, omission, automobile, etc. Cette année, il y a une augmentation, puis le montant est de 45 366, incluant les taxes. Puis aussi le paiement pour l'assurance accident cadre et dirigeant avec certains souscripteurs de l'OID. Donc, les deux paiements seraient faits à Ultima. La deuxième facture, elle est de 906 $. Est-ce qu'il y a des questions? Payé. Jean, tu proposes? Oui. Sylvie, seconde. T'avais-tu des questions, Sylvie, pour seconder? OK. Il y avait Laurent aussi, là. Parfait, merci. Donc, ça nous amène au point 11, rapport de la séance ordinaire du comité administratif du 11 janvier. Donc, 11.1. Oui, je vais partager le rapport, si tu veux, Romain. Parfait. Donc, rapport du comité administratif du 11 janvier. Il y a eu une rencontre avec Isabelle Charret, Joanne Gauvin et le lieutenant Éric Santin concernant les nouvelles mesures de confinement et le couvre-feu notamment. Est-ce que vous avez lu ça? Évidemment, avec les nouvelles mesures de confinement, le CA a demandé que les prochaines séances des comités et des séances du conseil se fassent entièrement en Zoom. Ça va. Il y avait l'autorisation de signature de l'avenant 2020-6 pour les prêts d'urgence aux PME. Il faudrait que le conseil entérine cette signature-là du préfet. Donc, une recommandation au conseil. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? On a quelqu'un pour proposer dans ce cas-là? On Propose. a Jean. Et qui? Caroline. Caroline, parfait. Donc, on poursuit. Il y a les nouveaux règlements sur l'augmentation des pouvoirs de dépenser qui sont entrés en vigueur. Là.
Pour le secrétaire trésorier, c'est maintenant 10 000 pour le CA, 25 000 Ces règlements-là sont entrés en vigueur le 5 janvier dernier et vous avez ces textes qui sont disponibles sur Internet, le texte final. Donc, les comptes à payer au 11 janvier, ils ont été autorisés par le Conseil. Est-ce que vous aviez des questions sur les comptes à payer? Ça va? Et de recommander au Conseil d'autoriser la dépense suivante, donc la facture de la FQM. Si tu veux grossir un peu, je n'ai pas vu le montant, David. Oui, c'est 25 707. 707, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça va prendre quelqu'un à proposer. On a Yves. Est-ce que c'est. J'ai-tu vu ton doigt? C'était-tu proposé, Yves? Oui. Yves et Laurent. C'est bon. On revient au procès-verbal. Suivi de la demande de la Ville de Bedford pour les carrières et sablières. Donc, pour mentionner que la demande de la Ville poursuit son cours. Recommandation Conseil pour un appui à l'Agence forestière de la Montérégie en lien avec le transfert des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi vers l'Estrie. Donc, l'Agence forestière a envoyé à toutes les MRC de la Montérégie et à différents organismes forestiers de la Montérégie un projet de résolution qui consiste à appuyer le maintien en Montérégie des activités forestières de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. Donc, ça fait pas mal suite à nos discussions, là. Ça va prendre quelqu'un quand même proposer. On a Pierre et... Caroline. Caroline, parfait. Donc, ça nous amène à 11.5. Oui, pour 11.5, je vais vous partager un document Word, là. Donc, il s'agit de modifier les contrats de transport, principalement là, pour apporter des précisions en matière d'assurance. Il y a un des assureurs qui avait un questionnement qui n'était pas en accord avec un délai. Donc, on vient préciser de un nouveau délai pour la résiliation s'il y en a une, puis on vient aussi clarifier les attentes en matière d'assurance. Il y a 5 contrats de transport de taxi. Il faudrait passer une résolution par contrat. Donc, la première, ce serait pour le secteur de Bedford et les municipalités environnantes. Si vous n'avez pas de questions. Quelqu'un a proposé? Propose, Louis. Oui, et? Jean-Yves. Jean-Yves, parfait. Pour l'autre ville, tu peux nommer les villes dans le fond, puis... Oui, parfait, je vais nommer. C'est le même projet de résolution pour tout le monde. 49-2020, secteur de Bromont. Sylvie Beauregard. On a Sylvie Beauregard et Caroline. Ensuite, 50-2020, c'est secteur de Farnham et municipalités environnantes. Daniel. Daniel et Guy, parfait. Ensuite, secteur de Lac-Brome et municipalités environnantes. Puis quelqu'un proposé? Caroline. Sylvie et Laurent. J'essaie de... Je me sens comme en pêche au poisson des chenaux. La glace n'est pas bonne. Moi, je sais bien, c'est pour ça. L'autre, David? Secteur de Sutton et municipalités environnantes. Richard. Richard et Guy. Et puis, ça complète. Ça complète? Bon, parfait. Fait qu'on peut revenir au procès-verbal du CA, David. Oui. Donc, au niveau du Fonds Région et Ruralité, le Conseil doit chaque année adopter les priorités ou investir ces sommes-là. Donc, le CA recommande au Conseil d'adopter les priorités suivantes pour l'année 2021. Donc, mettre à jour et mettre en œuvre le schéma d'aménagement et de développement, mettre en œuvre le plan d'action de la planification stratégique, soutenir le développement de toutes les communautés du territoire par la mobilisation et le soutien à la réalisation de projets pour améliorer les milieux. Donc, ça, c'est le pacte rural. Soutenir les conditions favorables à la consolidation de la création d'emplois. Soutenir le CLD dans sa mission de développement, notamment dans les domaines industriels, touristiques, culturels, agroalimentaires. Et soutenir le CLD dans le développement de l'entrepreneuriat. On a des questions à ce niveau-là, sinon ça va prendre quelqu'un pour proposer. Richard. Je propose. Richard et? Caroline. Caroline.
Pourtant, je devrais être habitué à reconnaître ta voix. Tu n'as pas bougé, tu es sur la même place sur l'écran en plus. OK, c'est bon. Donc, ce qui nous amène ensuite de ça au... L'adoption du règlement sur les codes-parts 2021. Donc, c'est le projet qui vous a été présenté le mois dernier avec l'avis de motion. Est-ce que vous avez des questions? Oh, David veut rajouter quelque chose? La seule modification, à part les corrections de forme, c'est l'ajout d'une précision en lien avec le PADF. Puis les gens du public, vous avez le texte du règlement sur Internet aussi. Parfait. Ça ne change pas la forme et le contenu. Donc, quelqu'un pour proposer? Sylvie B. OK, c'est Jacques et Sylvie B. C'est bon. Et on vient au procès-verbal, David. La ville de Bromont fait une demande au ministère de l'Économie pour être désigné, pour que le parc industriel soit désigné zone d'innovation. Vous avez probablement vu la couverture dans le journal à ce sujet-là. Donc, le comité administratif vous recommande d'appuyer la demande de Bromont pour que le gouvernement du Québec crée une zone d'innovation dans le parc industriel. C'est un beau projet pour faire rayonner Brome-Missisquoi. Gros projet, entre autres choses. Quelqu'un pour proposer? Daniel. Daniel et Richard. Excellent. Ben, ça va pour... on est rendu au point 12. Ça nous amène au point 12 déjà. Bon, c'est bon. Oui. Le prochain, c'est l'adoption du règlement 09-1220 sur la tarification et les services. Celui-là, il n'y a pas eu de modification depuis le dernier projet qui a été déposé. Et puis, dans le fond, ce n'était pas une recommandation du CA, mais l'avis de motion vous avez été présenté lors de la dernière séance. On est rendu Propose. Sylvie D et... Sylvie B. Sylvie B. Bon, on va avec les Sylvie. C'est bon. Au point 13, donc, il y a des dépenses supplémentaires à être autorisées par le Conseil. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir? Non, ça va? Ça va. Alors, David, si tu veux les mettre à l'écran. Donc, depuis le comité administratif, et depuis que le comité administratif peut autoriser jusqu'à 25 000 des dépenses, il y a eu une liste la semaine dernière, une liste cette semaine de dépenses excédant 25 000. Donc, on commence par la liste des comptes à payer. Oui. Elle a disparu. Je la ramène. Ah, si tu veux la grossir un peu. Donc, les comptes à payer. Dans cette liste-là, c'est seulement les factures de plus de 25 000 qui sont à autoriser. Donc, ALPG pour un cours d'eau, si tu veux descendre. Oui, le cours d'eau. C'est mieux. Le reste, c'était des factures. Il y a quelques factures en haut de 10 000, mais le reste, c'était toutes des dépenses à entériner ou à autoriser. Est-ce qu'on entérine, parce qu'il y en a d'autres aussi, les dépenses d'imposition, Oui. en bloc? Je propose qu'on fasse en deux sections. La première pourrait être d'entériner les dépenses qui peuvent être autorisées par le secrétaire trésorier, d'approuver les dépenses qui sont supérieures en date du 13 janvier. Puis l'autre liste qui vous est présentée ici, on pourrait la mettre dans une autre section distincte, là, puis pour la liste la précédente. présenter. Parfait. Pour la liste précédente, donc il y aura une proposition d'adoption pour la liste précédente, puis une pour celle-ci. Ben, on pourrait la fusionner, faire une résolution pour les deux tableaux. Oui. Et là, vous avez la liste. Donc, pour la régie de gestion des matières résiduelles, là, pour septembre, octobre et novembre et décembre, 239 170. L'écocentre à Cowansville et l'écocentre à Bedford. Il faut le payer. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va y aller avec une proposant secondaire. Propose, oui. Laurent, seconde. Oui, parfait. Excellent. Ben, ça nous amène au point 14, donc entérinement de l'entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets, là, la Sûreté du Québec. C'est ça, donc on est rendu à l'été. Cet été, comme les années dernières, la Sûreté du Québec veut embaucher 2 cadets policiers. Et comme les années précédentes, elle demande si la MRC veut contribuer pour 5 000 par cadet, donc 10 000 C'était prévu au budget par le Comité de sécurité publique, hein, Laurent? Oui.
Donc, c'est le préfet qui est autorisé à signer l'entente si vous êtes d'accord à autoriser la signature. J'aimerais juste... David, oui? Est-ce que vous voulez proposer à la Sûreté du Québec une personne ressource pour la MRC? Ils ont nommé Patrick, mais est-ce que vous voulez mettre Robert ou comment vous voyez ça? Ça serait peut-être mieux que ce soit moi aussi, Patrick, pour les... Qui propose? Laurent va proposer. Guy et Pierre. En passant, Robert, j'aimerais juste que tu reconfirmes la nouvelle que tu viens d'annoncer. Nous sommes rendus à l'été, c'est ce que tu as dit au début? Non, mais si Robert l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc, à partir de demain, c'est les... On a tellement hâte, là. Les journées rallongent, hein? Vous l'avez vu, hein? Les journées rallongent. Puis je te dirais que spécialement en ce temps-là particulier qu'on vit, on a encore plus hâte pour le côté liberté. Là. Bon. Excellent. Parfait. Donc, on est rendu, ça nous amène au point 15. Donc, paiement aux municipalités pour les carrières et sablières pour la période 2, dans le fond. Je peux partager le tableau. Oui, c'est un tableau Excel. Là. On va le transmettre aux municipalités. Il est sur le box. Vous avez eu l'Excel sur le box. Mais ce que je peux vous dire, c'est pour le total qui est à verser pour cette période-là est de 828 605. C'est 145 000 de plus que ce qui était versé pour la même période en 2019. C'était un gros été en matière d'extraction et de redevance dans Brome-Missisquoi. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va prendre quelqu'un. Sylvie, c'est une question que tu proposes? Question? Oui. Dans le rapport qu'on a là, sur le box, là, nulle part on parle de Brigham. Il n'y a pas eu d'argent qui a été reçu de la carrière, de la sablière qui est de Brigham. Il est dans le tableau, Sylvie. Brigham, 44 712. Qui a été extrait. C'est ça que je veux dire, là? Tu veux dire le site de la carrière, la sablière à Brigham, c'est ça? Oui, oui. Bien là, on n'a pas, là-dessus, vous n'avez pas la déclaration de tous les sites. C'est ce qui a été perçu et déclaré. Il faudrait que je prenne une note puis que je valide auprès d'Alex à savoir si une sablière en particulier à Brigham faisait partie du lot. Là. Dans les informations, là, il n'y en a pas. Bon. Et pourtant, il y a du matériel qui a été sorti de là, puis il y a du matériel qui a été rentré en plus. Là. C'est pas la première fois que j'en parle de ça. Là. Ça ne doit pas être la seule place que ça arrive, là, mais du fait que moi, ça me passe en dessous du nez à tous les jours, je suis à même de le voir. Là. Il y a du matériel qui rentre, puis il y a du matériel qui sort. Puis là, il n'y a rien de Brigham qui a été perçu. OK, ben on va vérifier ça, Sylvie. Francis, avec Alex, là, pour voir s'il y a une déclaration du responsable de cette sablière-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce niveau-là? Sinon, ça va prendre quelqu'un proposer, puis bon, tu vas trouver les informations de toute façon demandées. Quelqu'un proposer? Michel propose. Et Greg? Parfait. Excellent. Ça nous amène au point 16, donc dépôt de la liste des contrats comportant des dépôts de 1 000 $. C'est juste pour information. Là, chaque année, la MRC doit publier sur son site Internet au plus tard le 31 janvier la liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ avec un même co-contractant. C'est juste pour votre information. Vous avez la liste sur le box, puis on va le mettre sur le site Internet avant le 31 janvier. Donc, c'est simplement un dépôt, David? Oui, c'est ça, simplement un dépôt. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Ça nous amène au point 17, donc avis d'intérêt et demande de contribution financière au MAMACH pour la définition là, du projet signature innovation du volet 3. Oui, ça c'est moi, je m'excuse, j'étais en train de prendre la note. Pas de problème. David, j'aimerais que tu puisses partager, s'il te plaît, le projet de résolution, oui. Puis pour le bénéfice de tous, à l'automne, en fait, en décembre dernier, le conseil d'administration, puis suite à les discussions qu'on a eues avec le conseil, c'était de dire la MRC est en accord de déposer au ministère des Affaires municipales au volet 3 du Fonds Région Ruralité, qui s'appelle Signature Innovation, un projet en lien avec la mobilité durable
qui devait être définie, ou le concept devait définir, dans laquelle on s'attaque aux enjeux de mobilité de la population sur le territoire, particulièrement dans des contextes de déplacement puis de pénurie de main-d'œuvre, des contextes d'accès au logement, des contextes de particularité de chacun des pôles au niveau socio-économique pour les différentes clientèles. Donc, en lien avec ça, ce matin, on a eu une rencontre, lors de la rencontre avec les représentants du ministère des Affaires municipales, on a discuté de ce projet-là. Puis le concept qui a été proposé, c'est vraiment un concept où on mettrait en place sur une période de 5 ans un laboratoire d'innovation en mobilité intelligente et territoriale, le projet LIMIT, qu'on pourrait l'appeler. Ça, c'est thématique avec le transport. Mais bref, pour Bromisquoi, dans ce contexte-là, ce qu'on viendrait faire, c'est créer vraiment un écosystème en mobilité durable pour améliorer la mobilité dans les pôles de Bromisquoi, compte tenu de notre organisation spatiale unique au Québec, faire la mise en place de réseaux de transport durable, autant sur le plan économique, parce que vous savez que les coûts de transport, c'est quand même assez important, toujours en respect avec l'environnement, qui est socialement acceptable et équitable, puis qui est axé sur le service aux citoyens et aux entreprises. C'est qu'on met au cœur de cet écosystème-là le citoyen, les entreprises par rapport à les deux clientèles par rapport à leurs besoins, et on le développe en fonction de avec les pôles. Et dans un concept de laboratoire innovant, d'innovation à ce niveau-là, je pense que ça s'inscrit très bien tantôt à l'appui de la résolution que vous avez faite au niveau de la zone d'innovation. On sait que déjà que les enjeux de transport en font également partie. Donc, on proposerait de mettre en place là, des solutions qui vont être innovantes pour répondre à des problématiques que l'on sait, qu'on a nommées. Pour démarrer tout ça, un coup qu'on précise ça, parce que là, ça, c'est juste l'image concept, c'est que le ministère nous offre un premier 50 000 $ pour nous aider à préparer ce qu'on va définir comme étant le projet sur 5 ans. C'est ça les concepts des projets signature innovation. Donc, si vous êtes en accord avec l'orientation qu'on avait prise en décembre, puis la précision qu'on aurait là, ça serait de signifier au ministère des Affaires municipales l'intention de la MRC de déposer le projet de laboratoire d'innovation, mobilité intelligente et territoriale au volet 3 de signature innovation et de se prévaloir du montant de 50 000 attribué là, à l'année 2020-2021 pour démarrer l'étape de définition de projet. Je propose. Caroline propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour seconder? Jean. C'est bon pour ça. Excellent. Donc, ça nous amène au point 18. Robert avait... Oui, je voulais juste vous rappeler, parce que c'est quand même un projet majeur, là, je voulais juste vous rappeler que c'est un nouveau fonds que le ministère des Affaires municipales met à notre disposition. Au cours des 5 prochaines années, la MRC va recevoir 1 528 760 $. Donc, le ministère nous avait demandé de choisir un projet majeur. On a travaillé dans les derniers mois, même on remonte au début, ça fait quasiment 1 an. Francis a travaillé fort pour trouver un projet qui était rassembleur pour l'ensemble des municipalités, l'ensemble des secteurs, parce que vous le savez, là, quand on parle de développement économique, quand on parle d'environnement, quand on parle de développement social, la question du transport revient tout le temps. Donc, on pense que ça va être un projet qui va permettre à la région de Bromisquoi d'avancer beaucoup pour le développement. Puis, peut-être une information intéressante, c'est que le ministère veut mettre à contribution les autres ministères. Il y aura peut-être d'autres enveloppes gouvernementales qui pourraient sortir de d'autres programmes pour venir bonifier le montant investi par les affaires municipales. Excellent. Encore une fois, je trouve qu'on est bon pour Bromisquoi. Ça va pour ça. Donc, ça nous amène au point 18, appui à l'UMQ pour la lutte à l'intimidation envers les élus municipaux. Je tiens juste peut-être, vous avez vu, puis Robert interviendra, là, vous avez peut-être vu ça passer, sûrement vu ça passer en les demandes au niveau de ce qui a été proposé par l'UMQ. Ça a passé aussi dans les divers médias. Effectivement, je pense que ça, c'est mon opinion très personnelle, puis je tenais à le dire, là. Avec l'arrivée des médias sociaux, on voit la tangente de plus en plus au niveau des élus. Les gens derrière un clavier, souvent, vont très, très loin.
C'est beau qu'on puisse gagner notre cause, défendre notre réputation, parce qu'on peut souscrire à une assurance spéciale là, pour la réputation, mais quand le mal est fait à l'individu, qui est une ou un élu, bien, le mal est là quand même. Ce que je veux dire, c'est que nous, on continue. Il n'y a pas un élu qui se lève le matin qui va se dire ben, comment je peux faire du tort à la population et à ma communauté. Quand on se lève comme élu municipal, entre autres choses, on se lève en voulant faire le mieux et tout ça. Donc, c'est très difficile parce que souvent, les gens, lorsqu'ils vont attaquer un élu, il y a beaucoup de beaux commentaires, mais ceux qui se mettent à attaquer les élus, à intimider les élus, bien, souvent ne sont pas conscients que l'élu, c'est une concitoyenne, un concitoyen, une mère de famille, un père de famille, des gens qui vivent des difficultés aussi, des gens qui ont leur réalité propre. Alors, je salue beaucoup cette demande-là de l'UMQ parce qu'il faut que ça cesse, ces choses-là. Là, puis il parlait aussi de l'intra-municipal dans les conseils aussi. Je pense qu'il faut nécessairement qu'il n'y en ait plus de ça. S'élever au-dessus de ça, je pense que c'est très important. Je propose. Parfait. M. Villeneuve propose. Est-ce que Jean Seconde, est-ce qu'il y avait des commentaires, des questions pour poser seconder? Excellent. Je veux juste mentionner, vous allez recevoir beaucoup de matériel de l'UMQ et sûrement de l'FQM dans les prochaines semaines là, à cause de l'année électorale. La déclaration de l'UMQ qui est sur le box, c'est une déclaration de la démocratie dans le respect, pour la démocratie. Donc, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, c'est qu'il y a une déclaration et la résolution vise à appuyer cet engagement-là que l'UMQ invite les municipalités à prendre. Je peux vous dire qu'on a quand même eu une discussion avec le MAMACH aussi aujourd'hui, puis le MAMACH, évidemment, vont se pencher aussi sur la question. Ils sont très concernés par tout ça d'un point de vue administratif, là. Puis on l'a dit, on est dans une année électorale. Le timing est tout à fait indiqué, là. Ça va pour ce point-là. Donc, ça nous amène au déploiement de la fibre optique sur le territoire, donc une mise à jour. Est-ce que tout le monde a reçu la mise à jour? Oui. Bref, donc c'est Francis qui va nous en parler. Rapidement, en fait, depuis un mois, puis il y a eu la période des fêtes à travers ça. C'est quelqu'un qui a une question? Non? OK. Depuis un mois, IHR a avancé quand même considérablement, afin de terminer tous les relevés de poteaux de terrain. Là, il restait un pourcentage assez important encore à Sutton, considérant le nombre de chemins. Il y a eu la conception des plans qui sont presque terminés pour l'ensemble des municipalités qui ont avancé. Mais le gros de l'élément, c'est une grande partie des municipalités du pôle de Bedford, en fait, dans l'ouest, où on approche du 90 du réseau là, disponible chez l'ensemble des clients, là. Donc, le déploiement se fait de façon, et l'organisation, l'ingénierie, ça fait de façon logique, c'est-à-dire l'ingénierie, ça fait par phase continue sur le long du réseau, et les dépôts de demande de permis également, là, parce que ça va en lien avec les analyses que Bell et Hydro-Québec doivent faire. Mais à ce niveau-là, on parle de plus de 2300 résidences. 2262 portes de desservies. Exactement, à ce jour. Est-ce qu'il y a des questions, Michel? Oui, j'aimerais, Francis, que tu rassures la population de Sutton, parce qu'on a discuté tantôt que le comité de transition va très bien. Oui, il y a des retards, c'est l'hiver, 2 mois de retard, mais on espère rattraper le retard au printemps, c'est bien ça, là? Oui, tout à fait. IHR a redoublé d'efforts dans le sens qu'ils ont davantage d'équipes sur le terrain, sont encore en train d'en déployer de plus. Ils sont encouragés à récupérer le retard qui a été fait là, au début du projet, en fait. Fait qu'actuellement, les permis sortent rondement. La collaboration avec les autres fournisseurs, les autres propriétaires, en fait, du parc de poteaux, ça va très, très, très bien, là. Les autorisations sont là, donc sont en grand déploiement actuellement. Alors, merci. On va suivre ça de près. Merci. Il y a Jacques qui voulait intervenir. Juste un petit point, je pense qu'il est encore à propos de demander dans nos communications avec nos citoyens d'enregistrer leur intérêt à obtenir le service de IHR. Je pense qu'on peut faire ça sur une
lors de nos conseils ou avec nos infolettes ou quoi que ce soit. Je pense que c'est de plus en plus important qu'IHR sache que les gens sont intéressés au service et ça vient contrecarrer également les opportunités offertes par Bell et Cogeco, entre autres choses. Donc, une suggestion. Parfait. Jean? Commentaire, écoutez, je voudrais rien que vous dire que nous autres, à Fredericksburg, on était un peu comme Bolton et Sutton, mais depuis 2-3 semaines, là, c'est effrayant, là, ça déploie partout. Donc, autant qu'on était inquiet du retard là, actuellement, là, on se fait attaquer de tous côtés. Vous êtes en éclosion. Vous êtes en éclosion positive, Michel. Normalement, ça devrait se transmettre à Sutton, Michel. OK, ben, viens visiter. Par les montagnes. Par les montagnes. Une question de la sorte, Michel. Merci. C'est bon? Une question? Une question, un commentaire? Oui. Pierre? Moi, là, je voudrais juste aborder la question que Gilles Saint-Jean va poser qui nous avait dit au sujet des systèmes d'alarme. Ça a-tu été abordé avec IHR, ça? Oui. Comme quoi, quand ils vont passer de vérifier notre système d'alarme dans les maisons ou dans les commerces ou s'ils sont compatibles ou pas. Ça a-tu été abordé avec IHR ou pas? En fait, puis pour le bénéfice de tout le monde, ça avait été abordé auparavant parce que Gilles, c'était la deuxième fois qu'il nous en faisait mention de cet élément-là. Ouais. Dès la première fois, on avait abordé ça, c'est que l'information qu'IHR nous a donnée, c'est que dépendamment des fournisseurs de services d'alarme, il y en a qui ont des systèmes qui avaient installé des systèmes qui marchaient uniquement avec la ligne téléphonique de base DSL, là, et que là, la fibre est une nouvelle technologie complètement. Okay. Et il y en a d'autres dans les plus récents ou dans les dernières années qui ont des modules qui étaient capables d'être adaptés en fonction de si tu recevais de la fibre, si tu étais avec d'autres systèmes. Donc, dans certains cas, oui, comme Gilles a vécu, c'est-à-dire devait avoir des changements de système et d'équipement, donc des fois il y a des frais associés à ça. Dans d'autres cas, il n'y en aura pas. Fait que c'est difficile de dire lesquels, mais je pense que le commentaire de Gilles était approprié en disant, pour ceux qui en ont, de vérifier actuellement quel type ils ont auprès de leurs fournisseurs pour voir quel sera éventuellement, est-ce qu'il y aura un besoin d'avoir un changement, puis quelle aurait l'ampleur de ce changement-là, quel impact ça peut avoir chez vous. Ça sera assez important dans notre prochain conseil d'été. Chaque maire pourra leur dire sur vidéoconférence à leurs citoyens, s'ils les écoutent, là, on peut juste les rejoindre comme ça maintenant là, sur vidéoconférence, peut-être pourra leur dire à nos citoyens comme quoi de vérifier si quand IHR vont se plugger, de vérifier le système d'alarme. Ce sera peut-être bon de le mentionner. Excellent. Merci pour le suivi, Pierre et Francis. Donc, ça va pour ça? On ne lâche pas. Maintenant, on est rendu déjà au calendrier. Oui. Donc, pour les prochaines réunions, est-ce que tu veux réduire un peu le zoom sur le calendrier? OK, c'est bon. Donc, le 19 janvier, c'est aujourd'hui. Oui. On s'en va à lundi prochain, donc le comité régional du pacte rural de Brome-Missisquoi à 10 h le matin. Évidemment, ça va être par Zoom. Ça va pour tous les maires concernés. Le CA du CLD, mercredi, le 27 janvier. C'était déjà défini à 8 h le matin. Pas de problème pour ça. On s'en va au 29, vendredi, le 29, comité des services de santé de Brome-Missisquoi qui reprend du service après une année d'interruption, donc le 29 à 9 h le matin. On s'en va dans la semaine du 1er février, le CA de la MRC, le 3, mercredi le 3 à 8 h 30. Ça va. Et le 4, une rencontre en co-construction pour le transport. Francis, c'est qui est invité à cette rencontre-là? Ben là, en fait, il y a eu à peu près une quarantaine d'intervenants là, au niveau communautaire. C'est en lien avec les fonds qui proviennent de l'Alliance de solidarité et éventuellement les fonds de la Fondation Lucien-André Chagnon. Là.
Fait que je pense qu'il y a certains élus d'entre vous là, qui ont été invités, qui ont peut-être déjà donné leur approuvé auprès de Tania leur présence. Je n'ai pas la liste de tout le monde, là, honnêtement. Là. Ça va. Donc, la semaine du 8 février. Comité de gestion de l'eau, c'est une suggestion de Simon, donc à 17 h. Est-ce que ça convient pour les maires du comité de la gestion de l'eau? Non. Non, parce que l'Assemblée de conseil a lieu le 8 février. OK. Robert, je veux juste revenir aussi à le 5, il y avait l'accord de la MRC. Je me trompe-tu? C'était vendredi 5. Le 5, l'accord de la MRC. J'ai marqué à valider, mais je ne suis pas... Oui, tu as raison. Rencontre de l'accord des MRC de la Montérégie. Parfait. Donc, c'est juste le préfet qui est concerné. Oh, oui, c'est ça. OK, mais moi, je voulais être sûr que je l'avais. Oui. Oui. Mais ce n'est pas encore confirmé, Patrick, pour ton Pas encore confirmé. Non. J'ai fait encore. Tu déteins, Robert. Ouais. On revient le 8. Donc, Laurent, si la rencontre était devancée à 4 heures, ça pourrait-tu marcher? Oui. Oui, à 4 heures, ça marche. Parfait. 4 heures, 2 heures, ça fait 6 heures. Oui. C'est un gars occupé, ce Laurent-là. Oui, oui, oui. Nathalie, veux-tu prendre une note pour Simon? Nathalie est partie. Nathalie est partie? Est-elle là? Non, elle est là. Nathalie? C'est bon, je parlais par signe, mais... Ah, c'est parce qu'on ne te voyait pas. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, on revient au calendrier. Le 9, il y a un comité de sécurité publique. Malheureusement, ça devrait être par Zoom, là, mais on fera peut-être livrer du poulet chez quelques maires. C'est à 4h30. Là, il y a juste 1 heure, mais il faudrait l'étendre. Là, ça va sûrement durer une bonne heure et demie, 2 heures. 4h30, tu dis? 4h30, oui. Le 9. Le 10, comité de tourisme à 9h le matin. Et le comité d'aménagement à 19h par Zoom. Ça va pour tous les maires. Le 11, une rencontre en co-construction pour le dossier logement. Oui, en fait, c'est le même, c'est dans le cadre, encore une fois, des fonds de l'Alliance au niveau avec les organismes communautaires et les fonds de la Fondation Lucien-André Chagnon. Fait qu'encore les mêmes intervenants, je pense, ont été invités, là, une quarantaine de participants. OK. Par Zoom? Oui. Oui, OK. Et en après-midi, à 15 h, il y avait le comité des carrières et sablières. En fait, c'est une proposition qu'on vous fait là, parce qu'on on a regardé pour en tenir le prochain comité avant le prochain conseil. Et afin d'avoir, en tout cas, la date, là, ça serait préliminaire, là, mais ça serait la date ça serait le jeudi. Puis je voulais savoir avec les membres du comité si l'heure. Jeudi, à peu quelle date encore? Le 11. À 3h30? 15h30? On a mis 15h, mais ça peut être 15h30, ça peut être 16h, ça peut être 16h30, là, ça va être convenance. Là. Mais c'est parce que c'est en plein milieu d'après-midi, puis 15h, moi j'aimerais mieux 16h30. 16h30, c'est moins pire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, là, c'était en plein milieu d'après-midi. Là, c'était un peu. Je suis comme Pierre. Moi, là, je serais d'accord sur ça un petit peu plus tard. Parfait. Gilles Saint-Jean, est-ce que tu es correct avec ça pour 16h30? Quelle date? Le 11. Le 11, on n'a pas sécurité publique? Non, c'est le 9. C'est le 9. C'est le 9. OK, le 11, c'est bon. Bon, il y avait Caroline aussi, puis en fait... Ça va. Ça va? Martin aussi, c'est bon. Martin aussi. Moi, je vais m'ajuster. 16h30. Parfait, ça fait qu'on était rendu au 12. Là, il n'est pas indiqué dans le calendrier des maires, mais pour Patrick, il y a une table des préfets de la Montérégie à 9 h le matin, le 12. Effectivement. Et on va à la semaine suivante.
c'est l'Assemblée du Conseil le 16 février. Là, on va parler au prochain CA de la MRC de la photo des maires. Là, évidemment, il n'est pas question de faire ça là, par Zoom, mais on va quand même se préparer. On a pris contact avec des photographes. Puis dès qu'on pourra faire les réunions en personne, on vous tiendra au courant pour la photo. Au mois d'octobre? J'espère que ça va être avant, là. Encourage-moi un peu, là, Pierre. Là. Non, mais peut-être qu'au printemps, on va être capable. Ça serait peut-être préférable ça serait peut-être préférable qu'on soit encore maire, mais que le photographe vienne. On va essayer de faire ça avant le mois de décembre. Sinon, sur la photo, pas en service essentiel. Hein? Non, parce que sinon, la photo de groupe, il va avoir des blancs. Non, mais on va être optimiste, ça va être au printemps. Est-ce que ça va pour le calendrier? C'est bon, oui. Ça nous amène aux correspondances, donc en 21.1. Oui, Paul Sarrazin qui souhaite vous remercier, là, puis vous soumettre son appréciation pour l'appui que vous lui avez donné par rapport au remplacement à la FQM. En espérant qu'on ait son appui dans d'autres dossiers. On ne regrette pas. Il nous représente bien. J'espère que Paul nous écoute. Alors, Paul, si tu nous écoutes. Tu diras qu'on t'a donné une tape, tu nous en donnes une. C'est bon, OK, merci pour ce précieux commentaire, Jean. 21.2, programme sur la redistribution aux municipalités de redevances pour l'élimination de matières résiduelles. Vous l'avez sur le box, là, c'est simplement une lettre du ministre Charette qui confirme que les municipalités de la MRC ont reçu des subventions qui totalisent 562 581,17 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. Le critère qui est déterminant, c'est la performance des municipalités en matière de gestion des matières résiduelles. Et puis, c'est ça. J'aurais une question là-dessus. Est-ce qu'on sait si c'est quand même la première année qu'on est au niveau de la plateforme de compost? Est-ce qu'il y a un écart majeur avec l'an dernier? C'est une excellente les montants qui ont été réattribués aux municipalités. On ne pourra pas te répondre à ça, Jean, mais il va y avoir un comité de gestion des matières résiduelles. Puis là, je ne l'ai pas vu dans le calendrier des prochaines semaines. Mais on va demander à Valérie Nantais-Martin qu'elle fasse une analyse des redevances des municipalités par rapport à l'année précédente. Puis tu parles de la performance des matières organiques. Ça fait qu'on va... Évidemment, un village comme nous autres, on sous-contracte nos bacs bruns en espérant que la ville qui nous facture ne facture pas pour des camions vides. Oui, ben oui. C'est comme ça qu'on prend de l'argent, C'est pour ça que vous ne payez pas cher. Non, mais ça serait intéressant de voir quel impact ça a au niveau du nombre de kilos total ou de tonnes. Oui, on va demander à Valérie qu'elle fasse une analyse de... Merci. Donc, Nathalie avait une intervention. Après ça, j'ai vu Jacques et possiblement Pierre. Là. En fait, c'est simplement pour dire que j'ai parlé à l'équipe aujourd'hui, puis ça faisait partie de mes demandes d'avoir, la déclinaison par municipalité et voir l'évolution dans le temps. Alors, ce sera acheminé sous peu. Parfait. Jacques? Je vais juste demander à Nathalie, le fait que Mme Gagné quitte Sani Eco comme tel, est-ce qu'elle prévoit qu'il va y avoir des changements par rapport à ça? À ce moment-ci, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais je vais m'enseigner puis on vous revient là, à cet égard. Merci. D'autres commentaires? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Ça nous amène déjà à la levée de... On bat un record. Caroline! Caroline, attends. Attendez, il n'y a pas de question du public.
Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui, non, il n'y en a pas eu de nouvelles. Caroline, je confirme que tu ne vas pas. Excuse-moi, Caroline. C'était trop fort. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée. J'appuie la levée. J'appuie, Sylvie, donc appuyez par Sylvie. Merci, Sylvie. Steven, est-ce que tu avais une question ou c'est bye-bye? C'était bye-bye. OK. Bye tout le monde.